Bonjour les amis, je suis vraiment content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va débuter la série de vidéos, le défi 30 jours sur comment coder une application pour Android, pour iOS, pour smartphone, avec la technologie Flutter de Google. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo qui présentait le défi, je n'ai pas d'expérience dans cette technologie. J'ai une expérience très lointaine sur comment développer des applications pour mobile, pour Pocket PC en 2003. Et puis là, on va aller voir comment, en partant de zéro, développer l'ensemble de l'application. Alors, si vous êtes débutant ou si vous êtes développeur confirmé, je pense que le format intéressera les deux. Je vais vraiment essayer de vulgariser tous les concepts. Et puis, quand il y aura du technique, je vais aussi parler technique, mais sans perdre les débutants. Alors, c'est pas évident, mais on va essayer de faire ça. Alors, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si le format, vous pensez qu'on peut l'améliorer, faire autrement. N'hésitez pas, on va tenter l'aventure. J'ai préparé mes petits stylos, on va pouvoir faire des schémas. Et puis après, on passera également sur le PC qui est derrière, sur tout ce qui est la partie vraiment implémentation de l'application. Et puis là, je suis à mon bureau, à notre bureau, où j'ai ma partie dessin qui va me permettre de basculer pour vous expliquer de la manière la plus simple possible les concepts qui peuvent être a priori compliqués, mais qu'on va essayer de décomposer en choses les plus faciles à comprendre et à appréhender. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des petits pouces et puis également vous abonner à la chaîne, ça me permettra de la faire remonter dans les résultats de recherche. Et également aller sur mon blog qui s'appelle coderpourchanger-de-vie.com où vous verrez plein d'articles intéressants. Vous retrouverez le défi, mais vous retrouverez également des informations sur comment devenir développeur, quelle est la réalité des salaires, et puis bien d'autres choses encore à venir. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. Il y a également, je mets le lien en bas, la newsletter qui vous permettra à peu près une fois par semaine d'avoir des informations continues sur tout ce que je fais par rapport au développement. Et puis dernier point, mon guide, je vais essayer de le faire comme ça, hop. Alors guide d'un ami pour démarrer une carrière de développeur en 6 étapes, voilà, c'est le guide que j'aurais aimé avoir quand j'ai démarré ma carrière de développeur. Si vous êtes novice, débutant, vous aurez plein de choses, vous allez découvrir un monde que j'ai essayé vraiment de décrire avec humour et puis avec passion. Et si vous êtes développeur, je pense qu'il y a quelques petites perles qui vous rappelleront des souvenirs. En tout cas, je pense que vous aurez aussi plaisir à découvrir le guide. Voilà, allez, c'est parti. Alors, je vous ai fait un petit dessin. Alors, un petit dessin plutôt simple. Alors, n'ayez pas peur, hein, vous allez comprendre. Sur la gauche, vous voyez un téléphone. Alors, ce téléphone, vous le voyez du haut, avec l'écran et en rouge dessiner les différentes applications qu'on va pouvoir lancer à partir de son pouce, hein, des icônes. Vous avez l'habitude, hein, quand on clique sur l'écran du téléphone, on peut lancer soit l'application du téléphone pour appeler, le SMS. Vous avez possibilité de lancer votre navigateur internet directement sur le téléphone et puis aussi par exemple le Google Maps. Alors ce que j'ai fait après, un truc finalement tout simple, j'ai basculé le téléphone pour pouvoir vous faire comprendre plusieurs concepts qui sont à mon avis pas forcément évidents à comprendre comme ça. Donc pour les vulgariser, je reprends l'exemple du téléphone et je le bascule sur la tranche. Alors sur le téléphone, on va retrouver les applications en rouge au-dessus. Imaginez qu'ici c'est votre écran. Imaginez que les applications, des icônes sont devenues des petits boutons. Voilà, quand vous les appuyez, ça va lancer l'application. Donc Google Maps, on retrouve qu'on avait là, le navigateur internet, l'application pour les SMS et le téléphone. Voilà, j'ai juste basculé le téléphone sur la tranche. Vous avez en dessous différents éléments en noir qui sont des éléments que vous connaissez. Votre batterie dans votre téléphone, la carte SIM, des éléments GPS pour savoir où votre téléphone se trouve, la carte mémoire, le haut-parleur, et on voit une partie bleue, et cette partie bleue est nécessaire, elle s'appelle ce qu'on appelle le système d'exploitation. Sur les téléphones, c'est la majorité du temps Android et iOS, donc c'est-à-dire les systèmes d'exploitation de Google et de Apple, suivant si votre téléphone est un téléphone Apple de type iPhone ou Android, par exemple, de type Samsung. Quand vous lancez une application,
mettons que je lance Google Maps, j'appuie ici, mais votre application n'est pas capable toute seule de discuter avec votre téléphone. C'est-à-dire que votre téléphone, chaque téléphone est différent et chaque téléphone a du matériel différent. Alors arrive le rôle finalement du système d'exploitation, c'est-à-dire faire l'interface entre votre matériel qui peut être différent et votre application. L'objectif c'est quoi? C'est que votre application, elle n'ait pas besoin de savoir sur quel téléphone elle va fonctionner pour pouvoir être utilisée par l'ensemble des personnes. Alors comment elle va faire l'application? Elle va discuter, vous voyez, il y a des petites flèches bleues, elle va demander des choses et elle va recevoir des informations en retour sur quand elle va discuter avec Android ou iOS par exemple, donc le système d'exploitation. Et lui, le système d'exploitation s'occupe de discuter directement avec le matériel. C'est une façon de découpler les choses pour les rendre plus simples. Ça permet aux développeurs de se concentrer sur leur application, ça permet à ceux qui fabriquent Android, iOS, c'est-à-dire le système d'exploitation, de se concentrer sur les différents types de matériel et fournir les interfaces qu'on appelle de communication avec les différentes applications. Alors, comment expliquer les choses de manière encore plus simple? C'est facile, vous allez voir, miracle de la technologie, vous êtes prêts? Hop, 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 hop. On retourne le tableau. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit, vous essayez d'imaginer, hein, on a une route vue du dessus avec un taxi. Alors, le chauffeur du taxi est en bleu, d'accord? Sur la gauche, vous voyez un superbe supermarché et en haut à droite, vous voyez une station-service. Ici, c'est un aéroport. Il existe un code de la route, justement, pour pouvoir, en toute sécurité, conduire et puis se rendre aux différents endroits. Ce code de la route, finalement, le chauffeur de taxi le connaît. Ok, jusque-là, j'imagine tout le monde suit. Ok, pas de problème. Donc, le code de la route, il va respecter des règles de conduite, des règles de vitesse, il va connaître les panneaux, il va savoir comment circuler avec d'autres voitures. Ce code de la route, ces règles de conduite, on peut imaginer que le parallèle dans l'informatique, c'est ce qu'on va appeler les protocoles de communication. Les protocoles de communication, c'est la façon, ce sont les règles en fait qui vont permettre de communiquer entre deux éléments. Comme vous parlez français ou d'autres langues, vous avez un vocabulaire, vous avez des règles de grammaire, vous avez des règles de conjugaison qui permettent à tout le monde de se comprendre. Alors, c'était pénible de les apprendre. Il y a des choses qu'on a appris de manière un petit peu intuitive et puis il y a des choses qu'on a compris à l'école qui permettent aujourd'hui de communiquer à l'écrit comme à l'oral dans une langue. Eh bien, on peut imaginer que c'est une forme de protocole, un ensemble de règles de communication qui permettent de communiquer. Le code de la route, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que c'est un ensemble de règles qui vont nous permettre de rouler en toute sécurité. Alors, le taxi, imaginez que le taxi, finalement, c'est pour ça que je l'ai fait en bleu, c'est un petit peu le système d'exploitation qu'on avait tout à l'heure. Vous vous souvenez, on avait dit qu'il y avait de la batterie, il y avait un haut-parleur, il y avait une carte SIM, une carte mémoire. Imaginez votre station-service, c'est un petit peu votre batterie sur le téléphone. Le système d'exploitation, donc je le rappelle, hein, le taxi avec le chauffeur de taxi, eh ben, il a besoin pour fonctionner que votre téléphone soit allumé et donc il y ait de la batterie. Eh bien, c'est pareil pour votre voiture. La voiture du taxi, elle a besoin d'avoir de l'essence. Et pour ça, elle a besoin de savoir aller chercher l'essence. Donc, le chauffeur de taxi qui connaît le code de la route peut aller utiliser l'essence pour que sa voiture fonctionne, pour que le système d'exploitation fonctionne. En rouge, c'est finalement notre application. Alors, notre application, elle n'a pas le code de la route. Elle ne sait pas conduire, elle n'a pas le permis. Par contre, notre application, elle doit nous rendre service. Et on peut lui demander, par exemple, d'aller faire nos courses. On peut lui demander d'aller chercher les courses. On peut aussi lui demander, si je prends le cas d'une application météo, par exemple, de nous dire quel temps il fait à l'autre bout de la France. À notre application, eh ben, elle ne sait pas conduire, mais elle sait demander au taxi, donc au système d'exploitation, comment aller à l'aéroport et de l'emmener à l'aéroport. Donc,
Ici, vous avez notre petite application en rouge qui va directement pouvoir, bon, elle va revenir en arrière, aller à l'aéroport, prendre un avion, aller à l'autre bout de la France, voir quel temps il fait, revenir, reprendre le taxi et venir nous le dire. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de connaître le fonctionnement d'une voiture, elle n'a pas besoin de connaître les règles, les protocoles de communication. La seule chose qu'elle a besoin de savoir faire, c'est demander à notre taxi de l'emmener à l'aéroport. Et toutes les choses qui sont faites là sont réutilisables, par exemple, par d'autres applications. D'autres applications peuvent demander d'aller au supermarché, à l'aéroport, pour faire d'autres choses. La seule chose qu'elles doivent faire, c'est de pouvoir demander au taxi de les emmener. Donc c'est quelque chose de finalement assez simple pour elles. Et puis elles n'ont pas besoin de maîtriser d'autres choses. Voilà. Donc imaginez que votre route, vos infrastructures, la station-service, l'aéroport, ben, c'est pas forcément les mêmes entre les différents pays. Donc les codes de la route sont pas forcément exactement les mêmes entre les différents pays. Ben, c'est pareil en informatique. Donc l'avantage, c'est que du moment que notre application s'est demandé à un chauffeur de taxi de l'emmener à un aéroport, eh bien, elle est compatible avec, entre guillemets, donc elle peut se débrouiller dans tous les pays. Donc elle serait compatible avec tous les types de téléphones. Voilà. C'est à ça que nous sert notre système d'exploitation, c'est à simplifier la vie des applications pour se concentrer uniquement sur la valeur qu'elle va nous apporter, sur le service qu'elle va nous rendre. Donc voilà, je pense qu'après cette petite introduction, on va pouvoir passer sur le PC qui est juste derrière pour commencer à mettre les mains dans le cambouis, regarder comment ça se passe et surtout comment démarrer quand on ne connaît pas les éléments par rapport à la technologie. C'est parti! Santé! Allez, c'est parti, on va regarder. Alors, normalement là vous voyez mon écran, je suis un petit peu en haut à droite. Donc comment commencer pour développer avec Flutter? Tout simplement en allant sur Google, hein, vous l'imaginez bien, vous allez voir Flutter, alors check, c'est parti. Alors le premier lien qu'on voit en fait c'est celui qui a été donné par Google. J'avais commencé à regarder quelques petites vidéos des événements qui sont diffusés. Il y a différents événements qui sont créés par Google et diffusés sur YouTube. Et donc ça peut être une première matière en fait que vous pouvez avoir quand vous commencez une technologie. C'est-à-dire qu'en général, l'éditeur, celui qui fabrique la technologie, va mettre à disposition des ressources. Alors il peut y avoir les ressources en anglais. Ce sera souvent en anglais sur YouTube. Donc là, par contre, si vous parlez pas forcément anglais ou pas super bien anglais, vous pouvez activer les sous-titres. Petite astuce, les sous-titres en bas à droite des vidéos, et vous pouvez demander souvent les traductions en instantané. Donc c'est pas parfait, mais ça permet quand même, quand la personne parle, d'avoir la traduction texte en dessous. Pardon. Et puis après, il y a toute la partie documentation. Et la documentation en ligne, donc il peut y avoir des livres en librairie, mais en général quand ça vient de sortir, c'est pas forcément disponible. Il faut attendre entre 6 mois et 1 an pour avoir des livres sur les sujets techniques qu'on veut étudier. Et puis c'est pas forcément en français tout de suite non plus, si ça l'est. Et donc il y a également la partie documentation internet, et on s'aperçoit qu'une technologie aura une grande capacité souvent à se déployer, à être adoptée rapidement et par un grand nombre de personnes si la documentation est simple et détaillée et agréable à lire. Les documentations qui sont bien faites en général sur les produits permettent d'avoir une grande adoption des développeurs, et puis aussi il y a les documentations pour les utilisateurs finaux, souvent la partie formation, accompagnement. On peut se servir de ce qui est fait par les éditeurs, on peut l'aménager un petit peu pour ses clients, pour son entreprise. Ça permet de ne pas partir de zéro, de parler juste parce qu'en fait on est directement synchronisé avec la technologie. Et puis ça permet tout simplement de mieux communiquer et de mieux apprendre. Alors ce qu'on va voir là tout de suite, c'est la partie flutter.dev. Alors je vais vous épargner le fait de lire toute la documentation, etc. Ce que je vous propose, c'est que je vais directement prendre connaissance avec vous des différents éléments, et à partir de ces éléments, vous allez voir, il y en a certains sûrement je vais faire un focus dessus,
Et quand je vais les étudier, bon, bah, je couperai un petit peu la vidéo, puis je reviendrai quand je saurai un petit peu, j'en saurai un petit peu plus pour vous faire un résumé. Sinon, ça va faire des vidéos un petit peu trop longues, je pense. Alors, là, donc vous voyez sur l'écran, alors, important, très important, toujours avoir un super café. Alors, si vous n'aimez pas le café, vous prenez du thé. Mais là, on s'est installé, en tout cas, je me suis installé pour un petit moment. Donc autant que ce soit agréable et puis que, voilà. Après la digestion, c'est plutôt sympa. Donc, on va se la faire en mode décontracte, hein, on est en mode plaisir, découverte. Moi, j'aime toujours avoir un petit café là-dessus. Donc ce qu'on voit déjà sur la page d'accueil, c'est qu'ils y sont pas allés à moitié. Et c'est un des trucs qui a attiré mon attention aussi, c'est qu'on sent que Google veut mettre en avant cette technologie. On voit par exemple créer des applications rapidement. On peut cibler les applications de bureau, le web, la partie téléphone, Android. Alors à noter au moment où je fais cette vidéo, alors la partie web n'est pas encore a priori assez mûre de ce que j'avais vu sur les vidéos de l'éditeur, sur les conférences directement et sur YouTube. C'est que la technologie n'était pas encore assez, il y avait encore des bugs, encore des problèmes de performance sur la traduction de l'application en mode web. Voilà, ce qui n'est pas le cas pour la partie Android. Donc c'est ce qu'on va voir là-dedans. Alors Flutter, si je clique là, bah, si je clique là, il n'y a rien qui se passe, c'est cool. Hop, okay, pardon, Get Started, hop là. Juste avant le Get Started, pardon, c'était là, il y a aussi le Watch Video. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Ok, donc là on est sur une vidéo d'introduction, un petit peu marketing, vous pouvez regarder sur ce qu'est Flutter. Alors, les éléments clés, développement rapide. Alors, une interface graphique qui est plutôt flexible entre guillemets, enfin qui marque l'ergonomie, on va dire, et des performances qui doivent être au rendez-vous. Ok, donc là il détaille un petit peu. C'est quelque chose que j'avais vu dans les vidéos aussi, a priori quand on développe. Alors, on va y venir aussi. Je vais devoir configurer mon environnement. Ce que vous voyez derrière, c'est un environnement de développement. C'est là où on tape le fameux code source. Et une des particularités de la technologie, c'est qu'a priori, en direct, on peut avoir les résultats sur un téléphone entre guillemets virtuel. C'est-à-dire, on appelle ça une émulation. Il y a un kit qui est fourni pour faire comme si le téléphone qu'on a en vrai existait, mais à l'intérieur de l'ordinateur. Ça se comporte exactement comme un vrai ordinateur, comme un vrai téléphone physique. Mais en fait, c'est le logiciel qui est dedans, il a été mis dans une interface graphique. Pardon, voilà, parce que je regarde en même temps là et là. Dans une interface graphique, comme vous le voyez là sur l'écran. Et ça permet de voir ce que ça donnerait en instantané plutôt que de voir faire l'application, la mettre sur le téléphone, tester sur le téléphone, revenir. C'est un gain de temps énorme, quoi. Et souvent, sur ce type de développement, c'est pas instantané. Et là, on est obligé quand même de dire je mets sur le téléphone virtuel, etc. Ça prend quand même du temps. Et là, a priori, l'avantage, c'est que dès qu'on tape ici, on voit le résultat là, en instantané, quasiment. Donc, on va voir. Expressive and Beautiful UI, vous voyez, on va faire des trucs qui sont sympas. Alors, Google a développé un thème graphique dont j'ai perdu le nom, Materials, je crois, de mémoire. Voilà, Material Design. C'est un ensemble de façons de dessiner, ce que vous voyez ici, les modes de navigation. Vous voyez là, il y a des petites icônes, il y a des façons d'afficher des messages à l'utilisateur. C'est toute la façon de présenter l'application à l'utilisateur qui a été uniformisée à travers, a priori, toutes les applications de Google. Que ce soit Gmail et que ce soit aussi les applications sur le téléphone. Alors, Flutter s'appuie aussi là-dessus. Donc, c'est un gain de temps pour l'adhésion des utilisateurs à votre application. Les gens auront l'impression qu'ils savent déjà un petit peu qu'ils sont en terrain connu et que c'est pas quelque chose qui est complètement différent à des applications qu'ils utilisent d'habitude. Voilà. Donc les performances, on verra après un petit peu.
Donc là, c'est une vidéo qui pourra être intéressante. Les widgets, c'est des composants graphiques réutilisables qu'on peut paramétrer, et si on prend le cas au-dessus, voilà, il y a des widgets par exemple de navigation ici qu'on voit. Donc j'imagine que ça décrit ça. Donc c'est fait partie des ressources que je vais regarder pour débuter aussi. Je ne vais pas commencer par la vidéo volontairement. Je vais d'abord faire une première passe pour avoir un état des lieux, un petit peu, une sorte de cartographie de tout ce qu'il y a à savoir. Et après, en fonction de cette cartographie, je vais me focaliser sur les éléments qui sont intéressants pour mon projet, de mon point de vue. Voilà. Et je vais essayer d'avoir une notion de 20-80, c'est-à-dire 20% d'effort pour 80% de résultats. Quand on débute une technologie, même si on veut être expert dans la technologie en général, l'important c'est, comme tout le monde, quand on démarre, c'est de faire pas à pas et pas essayer d'être le master one dans tout et de tout maîtriser à la virgule près. C'est pas forcément super productif, parce que on va avoir une phase d'apprentissage qui va s'améliorer notamment avec de la répétition, avec nos erreurs, et il vaut mieux commencer petit et construire plus dessus plutôt que d'essayer de tout maîtriser et après faire son application. Voilà, ça c'est un conseil qui marche dans beaucoup de domaines. Donc je descends un petit peu, je descends, tac 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 tac. Ok, donc ok pour cette partie là. Alors le get started, c'est parti. Alors donc ça se passe sur la gauche, la documentation sur la droite, ok. Développement, performance et optimisation, déploiement, ressources, références. Ok, donc là ce qui va m'intéresser dans les ressources, c'est en général toutes les documentations, toutes les règles à respecter. Donc là il y a des ressources sur le langage, Dart. Petite adaptation spécifique aux plateformes, ok, pourquoi pas. Technical overview, technical vidéo, tac tac tac, ça m'intéresse. Car on va pouvoir choisir, alors, soit c'est des vidéos un peu exotiques, soit c'est des vidéos très spécialisées. Ok, donc là c'est plus pour animer la communauté, pour montrer les capacités de ce que peut faire Flutter. Vous voyez par exemple, là, il y a une vidéo à l'événement Google I/O, c'est un événement annuel, et donc là il y a une présentation de Flutter, donc la technologie Dart, le langage qui l'accompagne. Typiquement, voilà, c'est des types de vidéos dont je vous parlais qui se retrouvent sur YouTube, qui permettent d'avoir les infos en même temps qu'elles sortent pour tout le monde. Voilà. Les nouveautés, ok, alors ça faut faire attention quand vous voyez des nouveautés, bien regarder sur quelle version vous êtes. Ok. Après les petites histoires, ok. Donc performance et optimisation. Alors les performances et optimisation. Alors attendez, on va se détendre, un petit café. Pardon si ça fait un peu de bruit. Alors performance et optimisation, j'ai un petit truc à dire là-dessus. Pour l'instant, on n'y va pas. Par expérience, souvent les gens essayent d'optimiser, de faire le meilleur programme, le meilleur code possible, le plus minimaliste possible, alors que l'application n'est pas terminée. Alors, on sait que par conception, par design, on va pouvoir se dire, travailler sur des façons de faire où on sait que les performances devrait être correct parce que tout s'est bien conçu. Quand on ne sait pas concevoir un logiciel, souvent on apprend le code et on essaye d'optimiser le code dès qu'on peut en se disant si j'optimise tout le temps, à la fin j'aurai un truc d'optimiser. Et en fait on s'aperçoit que souvent on va optimiser des choses qui sont utilisées, alors quand on arrive à les optimiser, qui sont utilisées peut-être 1% du temps ou 10% du temps dans l'application. C'est-à-dire que ça va être super optimisé mais pas beaucoup utilisé. Donc la valeur ressentie pour l'utilisateur, c'est pas forcément que l'application est performante, parce qu'il y a un truc qui est super performant, mais qui est utilisé que 10% du temps. Alors, moi, ce que je conseille, c'est de se faire à la main et essayer de créer des applications pour essayer d'avoir des idées de conception qu'on fait par soi-même, en regardant le travail des autres aussi, pour avoir des bonnes pratiques.
Et puis les optimisations arriveront avec le temps et plutôt les faire vers la fin, là où c'est nécessaire. Voilà, c'est pas forcément utile de les faire partout. Si c'est une portion de code qui n'est pas utilisée, souvent, voilà, vaut mieux passer du temps sur toujours le rapport 20-80. Voilà. Alors, testing and debugging, on verra déjà quand on aura fait le reste. Développement, ça va être ma grosse colonne vertébrale sur laquelle je vais m'appuyer au début. Alors, l'interface utilisateur, ok, data et backend, c'est toute la logique de traitement et le traitement des données. Accessibilité et internationalisation, ça c'est tout ce qui est proposition d'interface utilisateur aux personnes en situation de handicap et traduction des logiciels. Traduction, quand on code, on va faire un logiciel, il peut être traduit en plusieurs langues, mais le développeur n'a à le faire qu'une seule fois et après on soumet des sortes de dictionnaires ou des fichiers de ressources qui permettent de traduire dans différentes langues mais sans refaire le logiciel. Donc ça on regardera plus tard. Intégration de la plateforme, package, plugins, non, pas pour le moment. Toutes ces techniques, quand on saura en faire un peu plus. Ok, donc là ce qui va m'intéresser, par exemple, vous voyez, c'est vraiment à partir développement, user interface et data backend. Data et backend. Pourquoi? Parce que je vais construire, même si l'application est simple, je vais commencer par faire ce qu'on fait en général en développement, une sorte de Hello World, bonjour le monde, pour essayer de prendre en main tout ça. Si j'arrive à faire afficher par l'application un bonjour, finalement, à l'écran, c'est que j'ai réussi à comprendre comment on disait à l'application d'interagir avec l'utilisateur, et à partir de ça, on va construire les briques. Donc souvent, on se fait un petit Hello World pour maîtriser la technologie, et quand on fait le petit Hello World, après, on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Donc après, je ferai ma liste de courses, donc je ferai une sorte de liste en dur. Je vais créer une sorte de liste d'éléments que je veux acheter dans un supermarché. Je vais le mettre dans l'application comme ça, et puis je vais essayer de faire un écran, de designer un écran, dessiner un écran utilisateur. Alors un écran utilisateur, c'est ce qui ça va s'afficher en fait à l'écran du téléphone ou de la tablette, et puis après comme ça je vais monter en complexité. Après je vais essayer d'attacher la liste de courses plutôt que de l'attacher à ce qui est marqué en dur dans le logiciel. J'essaierai de l'attacher à quelque chose qui est un petit peu plus souple. Enfin, on verra les détails un petit peu après. Donc là, ça va beaucoup m'intéresser. Développement, user interface, data backend, samples and tutorials. Donc ça, ce sont les exemples et les tutos. Voilà. Alors ça aussi, je vais passer un petit moment pour essayer quand je ne comprends pas quelque chose qui est expliqué ici, dans l'interface graphique, le traitement des données, que j'arrive pas à bien assimiler le concept, je vais aller voir dans les exemples d'applications comment c'est fait, comment c'est utilisé. Ça me permet de voir, je vais gagner du temps à faire ça, même si je suis pas en train de coder. Alors ça c'est un autre point aussi, c'est pas parce qu'on code jour et nuit qu'on est productif ou performant. Là, il est important d'avoir les idées claires pour faire les choses correctement. Si à la moitié ou à la fin, on voit qu'il faut tout refaire parce qu'on n'a pas compris un concept au début, on peut perdre beaucoup de temps et par conséquent, on perd beaucoup d'argent. Donc l'idée, c'est de bien arriver à asseoir les concepts de base dans sa tête et pour pouvoir les utiliser. Et ça, il y a ce qu'on découvre soi-même en cherchant un petit peu, puis il y a les exemples des autres. Et donc les exemples de Google, j'imagine qu'ils sont structurés sur les bonnes pratiques. Et donc voilà, exemple, documentation, exemple, et puis après je devrais arriver à m'en sortir comme ça. Alors j'ai une première phase à prendre en compte, qui est la configuration de mon poste. Pour créer une application, c'est un peu comme un menuisier en fait qui a besoin de son atelier. Il va recevoir du bois brut, de la scierie, et il va le transformer en meuble. Donc pour le transformer, il aura besoin de place, il aura besoin d'établis pour pouvoir mettre tout son bois. Il aura besoin également d'outils pour aller tailler à l'intérieur, pour couper, etc. Il aura aussi besoin de vernis pour la protection, pour l'aspect visuel, l'aspect graphique.
Et donc il y a tout ce qu'il faut dans l'atelier, et l'équivalent de l'atelier d'un menuisier pour un développeur, c'est ce qu'on appelle son environnement de développement, son IDE. C'est un logiciel en lui-même, un peu comme vous avez Word pour les traitements de texte, sauf qu'au lieu de taper du texte qui sert à fabriquer des articles ou des livres, ou des rapports, etc., c'est du texte qui va être après transformé et ce qu'on appelle compilé, c'est-à-dire transformé et utilisable directement. Les fichiers qui seront générés seront utilisables directement pour que l'application se crée à partir du texte qu'on va taper dans notre environnement de développement, notre atelier en fait de menuisier. Et donc ça, on verra un petit peu plus en détail par la suite. Alors, je vous propose de ne pas vous faire, on va regarder rapidement, mais voilà, l'installation en choisissant système, etc. Donc, pour information, moi je suis sous Linux, mais pas de problématique, hein, parce que ce sera la même chose, légèrement différent, il n'y a qu'à suivre la documentation, etc. En avant. Et puis je vous retrouve juste après. Alors voilà, donc j'ai fini d'installer un petit peu tout ce qu'il fallait paramétrer. On va pouvoir continuer sur comment faire finalement le début de sa première application Flutter. Alors je repasse sur l'écran. Donc j'ai pas forcément galéré juste pour les outils à les installer. Ce qu'il faut retenir, c'est que il y a une commande à taper. Une commande, c'est un outil qui permet de vérifier que l'installation est OK, qui s'appelle, vous allez voir, Flutter Doctor. Voilà. Et donc là, à ce moment-là, il va vérifier sur votre système que tout est installé et tout est OK. Alors là, ce qu'on voit, c'est que simplement, il me dit que j'ai pas de téléphone qui est connecté, mais avec l'émulateur, ça ne devrait pas poser de problème. Je ne vais pas forcément passer par mon téléphone pour tester l'application, mais plutôt par le téléphone virtuel. Ensuite, j'ai dû installer des outils de développement. Donc, il y en a deux, Android Studio et VS Code. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des environnements de développement. J'en avais déjà un, j'ai installé ce qu'on appelle un plugin, une extension, c'est-à-dire c'est permettre à notre environnement de développement, notre atelier de menuisier, d'accepter des nouveaux outils à l'intérieur. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai installé l'outil par défaut de développement, c'est Android Studio. Donc je pense que c'est celui-là que je vais utiliser parce que c'est celui par défaut. Voilà, je pourrais aussi utiliser VS Code qui est de plus en plus populaire. Voilà, après ça c'est plus des affinités. Pour l'instant, je pars de zéro, j'en ai pas forcément là-dessus. Donc voilà, alors on va voir un petit peu, juste pour voir à quoi ressemble finalement un atelier de menuisier, un environnement de développement. Je vais le lancer pour que vous voyez un petit peu. Donc là, celui-là, c'est donc Android Studio. Hop. Alors, tac, tac, tac. Donc je vais tester une petite appli de base, etc. Pour Android Studio, j'ai dû rajouter des éléments supplémentaires pour être compatible avec justement Flutter. Donc on peut imaginer démarrer un nouveau projet Flutter. Et puis ensuite, on peut choisir, a priori, de démarrer une application de base ou des petits modules qui peuvent se greffer sur une application. Voilà. Donc j'imagine une application Flutter de base, etc. Mais avant d'aller plus loin avec l'environnement, on va revenir sur la documentation. Une fois qu'on a fait toute l'installation, alors je vais essayer de zoomer un petit peu parce que j'ai peur que vous ne voyez pas grand chose. Voilà. Donc là, j'ai fait l'install, j'ai configuré l'éditeur, enfin je l'ai installé. Test drive, tac tac tac, c'est au moment de, pardon, c'est au moment de tester l'application, tac tac tac, voilà. Donc là, c'est ce qu'on va faire à mon avis. Tac tac tac, start a new Flutter project, voilà. Select Flutter Application, etc., etc. Donc là, je vais suivre un petit peu. Alors, on va le faire ensemble parce que ça, c'est des choses qui vont finalement assez vite à faire, je pense. Donc, ce que je vais faire, ce que j'aime bien faire en général, c'est diviser mon écran. Voilà, sur la droite, je vais mettre la documentation. Voilà,
j'espère que j'ai zoomé assez, je vais zoomer un petit peu plus. Et puis sur la gauche, on va avoir l'environnement de développement. C'est plutôt une bonne pratique quand vous apprenez une nouvelle techno, d'avoir les deux choses de séparer pour pouvoir suivre en parallèle. Alors, Flutter application, c'est parti, next. Alors, je vous propose qu'on l'appelle ma liste de courses. Donc next. Company name. Oulala. Eh ben on va l'appeler coder pour changer de vie. Voilà. Ça m'a l'air pas mal ça. Ensuite on va laisser les options par défaut. Ok, finish. Donc là, l'avantage d'un environnement de développement, d'un atelier, c'est que quand on va créer un projet, l'assistant va permettre de créer plein de choses pour nous. C'est souvent le cas dans toutes les technologies. On pourrait faire du développement sans environnement de développement, sans atelier, à la main, tout seul, mais alors là, c'est même pas la peine, quoi, c'est galère. Donc, alors, on va se mettre donc sur la partie gauche, vous avez environnement de développement. Scat classique, on retrouve donc des menus en haut, un espace de travail ici avec la partie texte. Donc ça peut paraître complètement incompréhensible actuellement, mais c'est justement ce qu'on va apprendre. Et ça va nous permettre d'avoir sur la gauche l'arborescence du projet. Donc on voit qu'on a alors j'ai pas encore travaillé sur des projets de ce type là, mais c'est générique, c'est toujours la même façon de faire en général entre les différentes technologies. On a notre projet sur la gauche avec des répertoires et des éléments qui sont nécessaires au fonctionnement de l'application. On voit qu'on n'a encore rien codé, mais il existe déjà plein de choses. C'est ce que l'assistant de création de projet a créé pour nous sur le modèle d'une application Flutter vide. Voilà. On voit qu'on a des librairies externes, donc c'est des morceaux de code qui ne sont pas à nous, mais qu'on va utiliser quand même. Et puis, sans aller plus loin, je vois qu'ici, j'ai l'impression de comprendre que j'ai pas de périphérique connecté. Si je veux lancer mon émulateur, on va essayer de faire ce qu'on fait d'habitude. Alors là, il y a toujours un petit bouton, une flèche verte pour faire un run, c'est-à-dire un démarrage de l'application. Donc là, j'ai rien fait. On va voir ce qui se passe, si ça me lance un émulateur. No connected device, devices found, please connect device or see Flutter for getting started instruction. Bon, et ben, alors, il y a une autre règle en informatique qui existe, je vous la donne, elle s'appelle RTFM. Voilà, ce qui veut dire que avant d'essayer de cliquer partout, d'essayer de comprendre par soi-même et d'essayer de tout décortiquer, il faut lire la doc, lire le manuel. C'est une expression qui vient du monde Unix, Linux, enfin une certaine partie de l'informatique, où quand on avait un écran noir avec juste du texte qui s'affichait, un peu comme dans les films, et ben la seule façon d'avoir de l'aide sur les commandes qu'on tapait, sur les applications qu'on utilisait, c'était pas d'aller sur Internet à l'époque, c'était de taper une instruction qui s'appelle man toujours, et qui donne des informations d'aide sur la commande qu'on veut utiliser, sur l'application qu'on veut utiliser. Et donc RTFM, ça veut simplement dire read the fucking manual. Ça veut dire bon bah, vous avez compris, il faut lire ça veut dire lire ce putain de manuel, parce que ça embête tout le monde de lire la doc. On a vraiment l'impression qu'on n'avance pas, qu'on code pas, mais finalement, on voit bien que si on essaye de se dépatouiller par soi-même, là souvent on va perdre aussi du temps. Donc des fois, et enfin tout le temps en fait, il faut investir du temps dans lire la documentation avant de faire. Voilà, c'est pour ça que j'ai la doc sur la droite. J'ai essayé, ça n'a pas marché, c'est pas grave, on continue. Alors, le Flutter SDK, on l'a mis en place. SDK, c'est un kit de développement. C'est toute la plomberie nécessaire pour que ça fonctionne tout seul derrière. On y reviendra sûrement plus tard. Finish, etc. Run the app. Ah bah, vous voyez, impeccable. Donc là, le main.dart, c'est ce qu'on voit là ici. Et là, on voit qu'ils ont connecté un iPhone. Run, etc.
Donc, select un Android device c'est tools Android. Donc là, ce qu'il me dit, c'est qu'en fait, eh ben, j'ai pas de téléphone connecté et j'ai pas de téléphone virtuel non plus. Donc, on va aller faire ce qu'il nous dit. Pour créer un téléphone, j'imagine, virtuel, tools, AVD Manager, donc c'est pas Android, c'est directement AVD Manager, donc la doc il a dû changer un peu. Voilà, Create a Virtual Device, donc là c'est pour créer. Alors, ça c'est rigolo, alors ça c'est que, voyez, ceux qui sont un petit peu geeks là, c'est quelque chose qui est assez sympa parce qu'en fait, on nous propose de créer un téléphone virtuel qui correspond à des téléphones de chez Google qui existent en vrai. Donc vous voyez, c'est le Pixel, le Pixel 2, le Pixel 3, etc., le Nexus One. Ah bah le Nexus, d'ailleurs, non, Nexus c'était un téléphone que j'avais, non, là maintenant c'est plus le même, c'est un Asus que j'ai. Alors on nous propose des téléphones qui existent ou des modes d'affichage. Si je comprends bien, c'est ça, c'est de type tablette, etc., etc. Donc c'est pas forcément c'est des formats différents. On voit que la résolution n'est pas la même ici, voyez. Donc c'est pas forcément l'émulation d'un téléphone qui existe, mais c'est plutôt des différents formats d'affichage. Alors on va prendre, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a des téléphones. C'est intéressant pour tester parce qu'il y a des petits téléphones et des plus grands téléphones. On voit le Pixel XL, c'est un téléphone de Google qui est large, voilà. Je vais essayer un Pixel 3. Alors pour la petite histoire, on va essayer de voir le téléphone en vrai. Pixel 3. Ok. Pixel 3, image. Vous voyez, c'est ce type de téléphone. Voilà. Il y en a qui l'ont en main ici. Tac. Voilà. Donc on va essayer de se faire un Pixel 3. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça m'a l'air d'être un beau compromis. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit. Allez, on est parti là-dessus. Suivant. Voilà. Alors, on nous demande de sélectionner une image. Alors, il faut savoir que Android, comme iOS, comme tous les systèmes d'exploitation, vous vous souvenez la barre bleue qu'on a vue dans les schémas, ce qui aide à gérer le téléphone. Et ça évolue dans le temps, il y a différentes versions. Quand vous achetez votre téléphone, vous n'avez pas forcément vous avez une version et vous n'allez pas forcément pouvoir la mettre à jour ou alors pendant un temps limité. Ça implique que sur le marché des téléphones, on a ce qu'on appelle une fragmentation. Tous les téléphones qui existent et qui utilisent par exemple le système d'exploitation Android ne vont pas forcément utiliser la même version. Parce que c'est sorti il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et en général, quand on développe, on essaie de développer pour le moment où on développe, là où il y a le plus d'utilisateurs. Si je développe pour la dernière version d'Android tout de suite, eh ben, je sais que mon application va pouvoir bénéficier de tout ce qu'offre le système d'exploitation. Il y a des nouveautés, c'est des trucs sûrement très bien, mais je ne vais pas tout de suite toucher la majorité des personnes parce que le parc déployé est pas forcément avec la dernière version. Donc, pour nous, c'est pas très grave parce que c'est juste un petit test. Si je voulais toucher le plus de personnes possible, bon, ben, je prendrais la version du téléphone que j'ai actuellement. C'est un téléphone c'est un Asus qui a maintenant 2-3 ans, je dirais, ouais. Et donc, je vais aller voir vous savez quoi, on va aller voir dans le truc. Alors, je prends mon téléphone, je vais dans Paramètres. Tac. Alors, tac, 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 Paramètres, Système. Alors, voilà. Mise à jour du système. Ah, je vérifie. Donc c'était marqué mise à jour vers Android 9. Alors Android 9, on voit que c'est pas la dernière. Voilà, donc moi ma version, dernière vérification, voilà, moi je suis sur Android 9. Voilà, c'est la version Pie, Oreo, voilà. Je pense qu'on va prendre celle-là, parce que si jamais j'y vais plus vite que prévu, alors ce que je pense pas, mais on peut essayer
de voir comment on déploie sur l'application sur les stores en ligne pour que chacun puisse installer l'application qu'on va développer ensemble. Enfin, que je vais développer, mais c'est comme si on développait ensemble. Donc voilà, on va essayer de faire ça. Alors, ensuite, ah oui, il faut que je le download, d'accord. Ok. Ah ouais, il y en a pour un moment. Bon. Je vous reprends dès que c'est téléchargé. Ok, je vous reprends. Alors, ça a fini de télécharger donc l'image du téléphone virtuel. Alors, je continue avec vous. Donc, on repasse sur l'écran. Alors, next. Next, AVD Name Pixel 3. Bon, on va laisser les choses par défaut. En mode portrait, ça m'a l'air pas mal. Automatique. Ok. Finished. On va laisser les options par défaut. Hop. Ok, donc là on voit que on n'a toujours aucun device de sélectionner. Si je fais ça, il va me dire la même chose. Donc on va continuer de lire la doc. Manager, click on the run icon in the toolbar, invoke the menu run. Ah, donc là il devrait nous faire une application comme ça. Ok, bon bah nous ça le fait pas. Alors, qu'est-ce qui peut ne pas... Ah, pardon, le pixel, il est là. Voilà, le pixel est là. Ah ouais, c'est bizarre, ça. Ok. Ok, ok. Et si je fais ça, no connected, please. Ok. Est-ce que j'ai un... Non. Pourtant, j'ai... tout bien fait, ouais, il devrait apparaître ici. Ok, bon, ce que je vais faire, dans le doute, alors une autre expression d'informaticien, vous êtes prêts? Dans le doute, reboot. Parfois, ça peut aider. J'y crois pas des masses, mais voilà, c'est pas une mauvaise pratique. Donc, save all, voilà, je sauvegarde le projet, je ferme mon environnement, je le relance. Pourquoi donc? Parce que il est possible qu'il y ait des choses qu'il n'ait pas pris en compte, parce qu'on vient de l'installer, mais des fois il ne sait pas forcément en tenir compte tout de suite. Ça peut arriver. Ok. Donc là, on voit qu'il charge les composants de mon projet, ma liste de courses. Il revient directement sur le projet. Ok. Voilà. Ah non, c'est pareil. No device, no device, no device. Ouais. Alors, je vous reprends dans une minute. Je vais essayer de trouver, puis je vous expliquerai comment j'ai fait pour trouver. Alors, ok, j'ai trouvé. Donc, et ben, en fait, ça va. Je suis super content parce que c'est un truc tout bête et vous allez comprendre pourquoi. Et ça va me permettre aussi de vous montrer une façon de résoudre ces problèmes quand on a quelque chose qui fonctionne pas. Alors. Comment j'ai fait? Je vous explique. On voit ici que on a finalement le téléphone virtuel qu'on a créé dans le gestionnaire de téléphone. On voit qu'on a notre fichier principal qui va être exécuté quand je lance ici. Donc ça va convertir tout mon texte là en application. Normalement, le lancer dans le téléphone. Voilà. Donc jusque là, pas de souci. Par contre, on a toujours marqué pas de périphérique. Bon là, on voyait que maintenant ça le marque un petit peu, mais je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'ai mis ma souris ici, voilà, j'ai eu ce message là. Not applicable for the main.dart. Hop, il a disparu. Configuration. Donc ça veut dire que le téléphone virtuel qu'on a créé n'était pas utilisable pour l'application pour pouvoir s'exécuter dessus. Donc j'ai simplement pris ce message là et j'ai tapé dans Google Android Studio parce que c'est l'environnement de développement, Pixel 3 c'est le nom du téléphone qu'on a voulu créer, et puis le message qui s'affichait ici, le message d'erreur. Je suis tombé sur les deux premiers liens ici, celui-là et celui-là, et le premier lien, j'avais la réponse. Alors, on tombe sur un site qui s'appelle Stack Overflow. Il faut savoir que Stack Overflow, c'est un petit peu la mecque des développeurs. Quand ils ont un problème, ils lui posent la question ici.
Alors, c'est en anglais, mais l'avantage, c'est que il y a tellement de personnes qui vont dessus qu'il y a souvent une réponse à notre problème. Et le peu de mots d'erreur que j'ai fait, les messages d'erreur, vous pouvez copier-coller votre message d'erreur, et essayer de mettre 2-3 infos à côté, et vous allez souvent en informatique tomber sur ce site Stack Overflow. Alors, ce qu'on voit comme réponse, enfin, comme problème, c'est qu'on voit que mon problème, ma phrase, elle a été mise en gras, à peu près, quoi. Et la personne dit un petit peu, décrit un petit peu le problème qu'elle a, etc. Et en dessous, on voit une réponse. Et j'ai fait exactement ce qu'il y a dans la réponse. Alors, c'est pas simplement faire et sans comprendre. Ça m'a permis de comprendre. Voilà. Et je vous explique. Vous avez dans, alors on repasse sur l'écran. Vous avez dans l'environnement de développement un gestionnaire de téléphone mais virtuel. Ok. Donc il y a celui qu'on a créé tout à l'heure. Et bien la chose toute bête, c'est que pour pouvoir déployer l'application sur le téléphone, il faut que le téléphone soit démarré. Donc il existe un petit triangle vert ici qui permet de démarrer le téléphone, ce que je fais. Et là vous allez voir que vous avez l'équivalent d'un téléphone, en plus il ressemble au mien, c'est ça, enfin pas tout à fait, mais vous voyez c'est à peu près la même chose. Où ça, alors moi je l'avais éteint donc je vais vous le rallumer. Je pense que c'est ici, si je dis pas de bêtises, voilà. Alors on voit pas toute l'initialisation parce que ça démarrait depuis le début, j'ai déjà lancé une fois, donc là il sort de veille en fait. Et donc on voit que j'ai ma souris ici, et j'imagine que si, j'ai pas testé, mais voilà, si je clique avec ma souris, je peux avoir, vous voyez, l'ensemble des applications. Alors c'est Android, donc la version 9. Alors elle est en anglais, hein, parce que c'est pas, il n'y a pas d'opérateur téléphonie, je pense. Alors si je vais là, tac tac tac, cette wallpaper en mode, donc a priori on peut configurer des choses dans le téléphone. Alors ça c'est vraiment très rigolo parce qu'on a l'impression d'avoir un vrai téléphone. Donc mon téléphone est démarré. Alors je vais réduire la petite fenêtre derrière, le gestionnaire de téléphone, parce qu'on voit qu'en fait on pourrait en créer plusieurs. Quand on va créer une application, on peut vérifier qu'elle soit compatible avec toutes les versions du système d'exploitation qu'on a en cible, par exemple Android 10, 9, 8, etc. Pareil pour iOS, etc. Le système d'exploitation d'Apple. Donc là, bon, nous pour le test on en utilisait qu'un, celui-là ça va pas mal, donc je le mets par ici, et là je vois que ici, il apparaît ici. Donc j'imagine que si je clique maintenant sur Run, donc pour lancer mon application, à partir de mon environnement de développement, je repasse derrière, voilà, je la mets un peu plus sur le côté. On voit qu'ici, alors ça c'est, il nous dit ce qu'il fait, ok. Alors c'est son langage à lui. Là il nous dit qu'il est en train d'exécuter des tâches. Bon, alors il a sûrement une liste de choses à faire avant de pouvoir transférer l'application sur le téléphone. Ok, donc là on voit que le petit plus, enfin, la petite flèche pardon verte a disparu. Donc c'est en train de tourner. Alors c'est la première fois que je lance, on lance ensemble. Moi ce que j'imagine c'est qu'on va le voir apparaître sur le téléphone ici. Alors est-ce que la première fois c'est un peu longue? Dart Analysis, non, je regarde. Hein. Ce qu'il y a, je découvre un petit peu en même temps que vous. La liste des choses à faire. Le terminal, ok. Ok. Alors, est-ce que j'ai quelque chose qui s'est mis là-dedans? Voyons voir. Google Play Protect is turned on. Alors, attends. Donc, vu qu'il ne se passe pas grand chose, je clique quand même sur le Finish Setup de l'autre côté, voir ce que ça fait. Setup, copy your data. Bon, allez, on va voir. Ok. Ça m'a l'air un peu long quand même, alors. À moins qu'il tourne déjà et que l'application elle est derrière, il n'y a plus qu'à la lancer et qu'il la lance pas en instantané. Ce qu'on va voir là, je vais me mettre là. Est-ce que ça m'a installé quelque chose? Non.
Just a second. Ok, donc là j'aurai les paramètres. Ouais, on découvre vraiment ensemble. Hein, là. Ah oui. Donc là c'est les commandes Android. Ok, ça c'est pour tourner le téléphone. Le volume. Ok. Ok, le volume. Ah, non, c'est juste qu'il a mis un peu de temps. Alors, il regarde si la licence est bonne. Alors, j'ai dû, pendant l'installation, tout ça, hein, que vous n'avez pas vu, et j'ai dû accepter des licences, etc. Elle a été acceptée. Donc là, il va préparer tout ce qu'il faut pour mettre en place. Ok, il est installé. Alors, j'imagine que c'est parce que c'est la première fois que je le fais. On va voir après, on le relancera pour voir combien de temps ça met. Ok, tac, tac, tac. Preparing install Android SDK platform. Ok, mais il en a fait des choses. Bon, je ne vais pas reboire un café, ça va faire beaucoup, mais attendons. Alors, j'aimerais bien le voir apparaître en même temps que vous. C'est pour ça que je ne fais pas autre chose en parallèle. Sinon, on pourrait le laisser tourner. Tac, 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 tac. Alors, je vais en profiter pour donner aussi un petit conseil. Quand vous commencez en milieu professionnel, même à titre personnel, mais c'est un gros impact en professionnel quand vous savez que vous allez partir sur une nouvelle techno, bien prévoir des marges de sécurité, parce qu'en fait, on s'aperçoit que souvent, ça peut être très très long de mettre en place tous les prérequis techniques pour commencer à vraiment développer. Quand on va faire des prestations de développement, on va vendre des journées de développement, mais on considère que les outils sont paramétrés. Et il n'est pas rare, suivant les technologies, d'avoir entre 2 heures, une journée nécessaire, voire sur les grosses technologies, parfois 2 jours, de configuration juste de l'environnement. Voilà. Voilà, hop, hop, hop. C'est en train de s'afficher, je ne sais pas si vous avez vu. Ah, bah voilà. Flutter Demo Home Page. On voit marqué debug. Cool, ça veut dire qu'on peut être fier, on n'a rien codé, mais on a déjà notre première application qui fonctionne dans le téléphone. Alors, donc là, j'imagine de ce que je vois, il y a un 0. C'est marqué. On n'a pas encore appuyé sur le bouton ici. Donc ça veut dire que si on appuie là, ça affiche du 1, du 2, du 3, du 4, du 5. Ok. Donc il y a un minimum de logique qui est déjà codé dans l'application. Ça c'est intéressant, on part pas tout à fait de 0. Ok. Donc on va reprendre la lecture du manuel. Donc on a créé l'application. Cette fois on a bien compris comment ça marche. Alors il manquait une petite info, c'est que de démarrer l'émulateur avant de pouvoir l'utiliser, mais j'aurais dû y penser, mais voilà, ça peut faire partie des choses qui sont un peu frustrantes. Et après, ils nous disent, voilà, faites des petits tests pour voir comment ça fait pour se changer en live. Ah bah tiens, c'est intéressant, ça, on va le faire. C'est quelque chose qui n'existait pas dans les autres technologies, en tout cas, il y a très très longtemps, de pouvoir changer en direct le code. Alors on va voir si j'ai bien compris, une fois que c'est lancé, on peut directement faire le module de l'appli sans qu'on ait besoin de redémarrer, ce qui a pris du temps, on a vu. Hein. Alors, ils disent d'aller dans le fichier lib main.dart. Alors, on a l'arborescence de projet sur la gauche, lib main.dart. C'est lui celui où on n'est pas. Ouais, des fois c'est un métier, hein, donc c'est là où j'étais. Donc, il y a du texte. Alors on voit que le fichier il n'est pas forcément grand, mais une habitude, quand vous ne connaissez pas la structure et tout, vous cherchez simplement, vous mettez dedans, en général c'est CTRL F, la touche CTRL et F, et on voit ça lance le moteur de recherche en local. Et puis moi c'est Many Times, je sais qu'il y a Many Times dedans, voilà. Donc on voit ici texte, ici,
Donc on voit qu'il y a un élément texte à l'intérieur. Là, il y a un compteur. Donc là, ici, you have pushed the button this many times. Donc vous savez quoi, nous on est des fous, on va le mettre en français. Donc vous avez appuyé sur ce bouton ce nombre de fois. Bon, allez, on va se le faire comme ça. Donc, tac, tac, do not stop. Et donc, ils disent. Donc là, on enregistre. Donc, je fais un CTRL S. Et ils disent d'appuyer sur. Alors, j'espère que ça se verra. Un truc qui s'appelle le Hot Reload. Donc, c'est le petit icône d'éclair. Hein. Ah, attendez, je vous ai fait. L'émulateur est parti. Donc, c'est le petit zigouigoui qui est là. Donc, si on clique dessus, j'imagine que. Ah ben j'ai même pas eu besoin de le faire, vous voyez, il a fait un refresh là. Vous avez appuyé sur ce bouton ce nombre de fois. Donc si on veut que ce soit instantané, on clique là, sinon il le fait là. Ah oui, donc c'est sympa ça. Ça marche bien. Donc je change direct et je vois direct ici la modification. Ok. Donc là on est pas mal. Profile of release runs. Alors je continue un peu la documentation pour voir. Donc là ils nous disent c'est bien. On est en mode debug. Alors ils disent que si on est en mode debug, donc c'est en mode l'application elle est bien surveillée pour quand il y a un problème on puisse avoir une information. Alors ça c'est important dans le monde des développeurs quand on dit qu'on débug, c'est-à-dire qu'on a des outils qui nous permettent d'analyser ce que fait l'application dans le détail et quand il y a le bug qui se produit, on a des messages techniques et des informations qui nous aident à comprendre et à résoudre le bug. Souvent on va chercher sur internet, c'est souvent quelque chose qu'on ne maîtrise pas donc on apprend ou c'est quelque chose qui est lié pas forcément à notre application, donc on essaie de comprendre ce qui s'est passé et essayer de voir d'où vient le bug. Et ça c'est intéressant parce qu'on a plein d'outils qui nous permettent de le faire. Quand vous voyez qu'une application elle crache ou elle a un problème, vous êtes un peu tout seul derrière l'écran. Le développeur, lui, il a plein de choses qui s'affichent, donc ça l'aide beaucoup. C'est pas un magicien, hein, il est aidé par les outils. Par contre, ce qu'ils disent là, c'est que quand il y a beaucoup d'outils, ça peut ralentir l'ordinateur, voilà, donc ou les performances de ce qu'on voit. Alors, et donc on peut passer en mode release, voilà. Donc le mode release, c'est le mode de livraison, donc qui n'est pas le mode en debug. Donc on enlève toutes les traces, toutes les informations, tout ce qui peut ralentir l'application. Et quand on se met en mode de livraison, en mode release, ça permet d'avoir une application beaucoup plus fluide. Voilà, donc là il nous explique comment créer un mode qui n'est pas le mode debug mais le mode release. Ouais. Écoutez, je sais pas, je vais chercher pour pas perdre de temps dans la vidéo, je chercherai, quand j'aurai trouvé je vous dirai là-dessus. C'est pas le plus important pour aujourd'hui. Donc là, ce qu'on a vu, c'est après ce qu'on sait faire actuellement, c'est qu'on a notre environnement, on a tout installé la configuration, on a notre environnement, notre atelier de menuisier, environnement de développement qui est paramétré pour pouvoir lancer une application mobile directement sans avoir fait de code. On a été capable de modifier du code existant de manière instantanée pour voir que ça s'appliquait sur le téléphone. Et on va pouvoir voir ensuite la suite du manuel. Alors la documentation est bien faite parce qu'il n'y en a pas trop. C'est pas pour ça pourrait être pour des débutants purs pour le moment, bien qu'on ne comprendrait pas forcément tout ce qu'on fait. Et donc après il y a écrivez votre première application. Alors hop, start, etc. Add a stateful region, can finish scrolling, please view, profile and release runs. Ok. Alors, ce que je vous propose, c'est que on n'aille pas plus loin dans la vidéo, c'est déjà pas mal long. On va dire que on a plus configuré des choses, on a pu faire un premier test, donner 2-3 conseils.
aussi sur comment on découvre un petit peu les éléments, comment la doc à lire, comment résoudre un problème quand on ne sait pas pourquoi ça bug. Vous voyez, il y a une méthodologie, des façons de faire qui montrent que ça sert à, c'est pas nécessaire de paniquer, faire par étapes, voir que sur Google il y a différents trucs qui peuvent aider beaucoup les développeurs comme Stack Overflow. Donc j'ai réussi, voilà, sans connaître, à configurer ça, à faire une première exécution. Dans la vidéo suivante, à mon avis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire ensemble la première application, on va suivre le manuel et on va faire notre Hello World avec ça. Voilà, donc ce sera, j'espère, une vidéo un petit peu plus courte. Merci d'être là si vous avez suivi jusque-là. Et puis voilà, donc n'hésitez pas en dessous de la vidéo à mettre un petit pouce, à également aller visiter mon blog coderpourchangerdevie.com et je vous mets le lien juste en dessous aussi pour mon guide d'un ami pour démarrer une carrière de développeur en 6 étapes. Voilà, c'est comme je vous le disais, hein, si vous êtes débutant, pas développeur, même développeur, ce guide est vraiment large pour pouvoir adresser un petit peu tout le monde et puis surtout vous apporter le plus de valeur d'information possible. Voilà, je vais monter la vidéo et puis alors je suis un peu frustré, hein, je vous le dis, parce que là j'ai envie de coder, etc., mais sinon je vais pas m'arrêter. Et puis vaut mieux faire des vidéos un petit peu plus courtes, mais on va commencer à rentrer dans le dur dans la prochaine vidéo. Si vous avez des questions également sur ce qu'on a fait, si vous trouvez qu'il y a des choses qui sont pas claires, qui vont trop vite, pas assez vite, etc., mettez-les dans les commentaires, je regarde un commentaire de la vidéo et pour essayer de m'améliorer pour les prochaines fois. Au niveau du format, voilà, c'est un premier test, hein. Il y a le format, il y a le début de la vidéo avec les schémas et puis après je suis passé sur mon PC. Je suis curieux de savoir, dites-moi si ça marche, si ça rend bien. Et puis comme ça, d'ici à ce que je fasse l'autre vidéo, j'aurai corrigé les petits problèmes et puis ça fera quelque chose de, j'espère, de mieux en mieux à suivre, puis à partager ensemble. Voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao.